La persévérance, elle vient de soi. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui n'est pas naturel. Je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert. Je pense que c'est un muscle qu'on travaille toute la vie. On ne naît pas persévérant. Mais par contre, l'entourage a un grand rôle. La persévérance, un nom bien séduisant qui serait l'une des clés essentielles à la réussite. Mais qu'est-ce donc? Comment se manifeste-t-elle? Et surtout, peut-elle s'apprendre? Podixie vous propose de répondre à ces problématiques à travers le parcours de nos invités issus de milieux professionnels hétéroclites. Beatmaker, joueur de poker professionnel, développeur, chanteur. À partir de cette liste non exhaustive, cette qualité n'aura plus de secret pour vous. Un podcast réalisé par Jeanne Berne, et pour ce second épisode, nous accueillons Marc Postelvinet. Bonjour Marc. Bonjour. Aujourd'hui, je t'invite pour parler de la persévérance. Tu es co-créateur de l'école de la voix, le Dalida Institute. Et avant de revenir un peu sur ton parcours, parce que tu as quand même un parcours atypique, et c'est également la raison pour laquelle j'avais envie de partager ce moment avec toi, j'aime bien poser la question à tous mes invités qui est: te considères-tu comme quelqu'un de persévérant? Oui. Je pense que c'est ma femme qui en parlera le mieux. Elle dirait que quand j'ai une idée en tête, je ne lâche rien, ce qui a ses avantages et ses inconvénients. Mais en tous les cas, voilà, en général, je ne lâche pas. Le dictionnaire de l'Académie française nous dit que la persévérance, c'est la qualité de celui qui s'attache avec détermination et constance à mener à bien ce qu'il a résolu. Et si on en revient sur tout ton parcours, j'ai l'impression qu'on n'est pas si loin de la définition. Tu commences par prendre des cours de théâtre au cours Florent à Paris. Tu te lances dans la médecine, spécialité soins palliatifs, il me semble. Tu lances Docadum, qui est une société sur laquelle tu proposes une plateforme qui permet d'effectuer une demande de consultation à domicile à partir de son smartphone. Ensuite, tu rencontres Roberto Curleo, qui te met la voix sur le label Twin Music. Et puis, avec Roberto Curleo, vous mettez en place la comédie musicale Je vais t'aimer. Et aujourd'hui, tu te retrouves co-créateur de la société, de l'école de la voix, le Dalida Institute. Donc finalement, énormément de projets. Comment tu arrives à t'y tenir? Est-ce qu'il y a déjà un antécédent dans l'éducation? Est-ce qu'on t'a inculqué des habitudes, des comportements qui t'ont permis finalement aujourd'hui de maintenir une certaine dynamique? Alors, il y a un truc qu'on m'a répété quand j'étais petit, qui vient de mes grands-parents, ma grand-mère maternelle pour être précis. Elle me disait: écoute, t'as beaucoup de chance, tu vis dans un pays qui t'offre énormément de choses. J'ai la chance de grandir dans un environnement où j'ai jamais manqué de rien. Et donc, elle me disait: t'auras jamais d'excuses pour ne pas réussir. Et donc, si tu fais quelque chose, fais ce que tu veux, mais fais-le à fond. Et donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai gardé, cette idée de, effectivement, nous, on a quand même beaucoup de chance en France. On a quand même un enseignement qui est de qualité. On est beaucoup aidé quand on lance des projets. On peut avoir très facilement accès à des fonds publics. On est soutenu quand même par énormément d'intervenants extérieurs. On a donc beaucoup de liberté. Et ce qu'on a envie de faire n'appartient qu'à nous. Et donc à partir de là, ça nous met face à nos propres responsabilités. Et je crois que c'est quelque chose qui est en même temps impressionnant et en même temps qui est grisant. C'est de se dire qu'on a vraiment son destin en main. Et à partir de là, il faut être à la hauteur. Puisque faut se rendre compte que c'est pas le cas de tout le monde. Il faut vraiment avoir conscience de cette chance. Et je me le dis tous les jours. Même si évidemment tout n'est pas toujours rose, mais c'est ce qui fait l'intérêt de l'aventure. Il y a ces opportunités dans lesquelles on peut se réaliser. C'est quand même assez fou quand on y pense. Et aujourd'hui, comment tu t'arranges pour maintenir toutes ces activités? Parce que finalement, parfois, il y a des soirs, j'imagine, il y a des journées qui doivent être longues, certaines plus compliquées que d'autres. Alors déjà, comme souvent d'ailleurs à l'école, et ça c'est un truc aussi que j'ai appris de mes grands-parents, c'est que la réponse se trouve dans la question. C'est de l'organisation. Ça n'est que ça. Et après, attention, l'organisation, ça ne veut pas dire que c'est monotone, ça ne veut pas dire que c'est ennuyeux. Il ne faut vraiment pas confondre ces deux concepts-là. Et en fait, quand on est organisé, on arrive à avoir du temps et on arrive à laisser le temps à la surprise. C'est quand on n'est pas organisé qu'on est dépassé par les événements et que du coup, on subit l'extérieur. Alors que quand on est organisé, on accueille l'extérieur. Donc ça, c'est la première chose. Et après, ce qui est très très important, quelle que soit la vision qu'on a de sa carrière professionnelle, en fait, il faut être entouré. Parce qu'on sait que le chemin, il est truffé d'embûches, de difficultés, desquelles il faudrait réussir à sortir. Et le fait d'être entouré, c'est une grosse partie, en tous les cas, de la réussite. Parce que quand ça va bien, en général, on a beaucoup de monde autour de nous qui nous congratule, qui nous félicite. Et quand on traverse une difficulté, c'est là qu'on voit vraiment les personnes sur lesquelles on peut compter. Et donc, il faut avoir conscience de quel est ce cercle restreint. Il faut le garder près de soi. Et il ne faut pas hésiter à s'appuyer dessus. C'est quelque chose aussi que j'ai appris au fur et à mesure. C'est
partager ses difficultés, parce que les bonnes idées, on les a pas toutes. Et en fait, quand on est ouvert à l'extérieur, les gens nous partagent ce qu'ils pensent, nous soutiennent, nous aident. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut arriver à faire tout ça. Donc, j'ai pas répondu à ta question complètement, mais c'est un premier élément de réponse. Et après, aujourd'hui, j'ai fait un choix. Choisir, c'est renoncer. Et donc, j'ai renoncé à ma vie de médecin. Mais je suis très heureux. Il n'y a pas un jour où je me dis que j'ai pas pris la bonne décision. Et Docadom, qui a duré 4 ans, on a revendu. Et aujourd'hui, ça a été récupéré par d'autres. Donc, je ne m'occupe plus de ça non plus. Et donc, j'ai, entre guillemets, plus que l'activité du label, des comédies musicales et de l'école. Mais c'est déjà pas mal. Donc il faut être quand même très organisé, mais il faut également trouver un équilibre entre sa vie professionnelle, mais également sa vie personnelle. Parce qu'il y en a parfois qui vont s'investir totalement dans leur vie professionnelle, mais en délaissant l'entourage, dans les moments compliqués, c'est là où finalement on se rend compte que la famille, les proches, avaient quand même leur place Mm. aussi dans le domaine professionnel. C'est absolument essentiel. C'est très, très important. Donc, ça peut être soit la personne avec qui on partage sa vie, soit sa meilleure amie. Voilà, mais c'est un cercle qui permet de tout de suite se projeter dans l'avenir. Se dire, OK, je suis face à une difficulté, mais finalement, comme de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de la dépasser, bah, je vais la dépasser. Donc, je suis en fait déjà dans l'après et dans la conviction que même si je vois pas quelle est la solution, elle existe. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à la trouver. Et après, cet équilibre entre vie privée et vie professionnelle, il est aussi très important parce que l'un influe sur l'autre. Et quand j'ai commencé à mettre le doigt dans le label Twin Music, c'était au début par toute petite dose. Et puis, je me suis laissé prendre au jeu. Et en fait, je me suis rendu compte que mon métier de médecin ne m'épanouissait pas. Et quand j'étais auprès des patients, c'était très paradoxal. J'étais d'un côté ultra valorisé parce que le métier de médecin est très valorisé dans la société. On s'en fait d'ailleurs une idée, comme de tous les métiers quand on ne les connaît pas. Et à côté de ça, moi, je me sentais pas du tout à ma place. Et on en rejoint l'importance d'être bien entouré. Un jour, donc très concrètement, en vacances, j'avais mes 2 semaines de vacances. Je m'occupais à ce moment-là d'un service de patients déments. Je suis en vacances avec ma famille, mes amis, mes enfants, etc. Et j'étais pas bien. Et là, un soir, ma femme me dit, mais qu'est-ce que t'as? Et je dis, bah écoute, mon problème, c'est que je crois que j'ai fait 14-15 ans de médecine et que j'ai envie d'arrêter. Et là, elle a eu la meilleure réponse que je pouvais avoir à ce moment-là. Elle m'a dit, bah arrête, tu dois rien à personne, donc arrête. Et 3 mois plus tard, je quitte l'hôpital. Donc voilà, on voit à quel point l'entourage est impactant dans le développement qu'on peut avoir dans sa vie professionnelle. Je vois aussi quand même qu'il faut avoir une certaine confiance en soi parce que le métier de médecin, c'est quelque chose de valorisé et malgré tout, tu as décidé de t'en détacher pour te lancer dans un domaine qui est plus risqué en fait. Il y a une confiance en soi, il y a une part de folie aussi quand même. Totalement. Après, la folie relative, parce qu'il y a cette particularité de métier de médecin, on se dit, bon, ben, ok, si dans 2 ans, j'ai tout planté, bon, bah, il y a tellement de demandes que je sais que du jour au lendemain, littéralement du jour au lendemain, je peux retrouver un travail. Donc, il y a quand même pas beaucoup de sphères dans lesquelles on peut se dire ça. Donc, c'est une folie mesurée. Mais au début, ça surprend l'entourage. Et puis, en fait, je pense que les gens qui nous veulent du bien se rendent compte quand on est épanoui dans un domaine. Ça prend parfois un peu de temps, mais in fine, je pense que le bonheur finit toujours par gagner. Et donc, ils ont senti à quel point c'était épanouissant, à quel point, du coup, ça ruisselait aussi sur nos relations, que ce soit dans la sphère privée, amicale, etc. Et donc, il y a cette confiance en soi, mais il faut être aussi un petit peu fou de temps en temps. Et j'ai également remarqué que tu avais lu Napoléon Hill. Est-ce qu'il y a des ouvrages qui t'ont particulièrement aidé à prendre des décisions, à t'organiser? Est-ce que tu aimes lire déjà? Alors, j'adore lire. On n'a jamais assez de temps. Enfin, moi, j'ai jamais assez de temps pour lire, mais c'est une des raisons pour lesquelles je m'oblige à prendre le métro à Paris. C'est que c'est le temps que je dédie à la lecture. Et effectivement, j'ai lu des bouquins sur le développement personnel, le machin, mais les phrases les plus fortes et les plus inspirantes, je les ai toujours trouvées dans les romans. Et ce qui est bizarre, c'est que les romans, alors je lis souvent des romans qui sont ancrés dans la réalité. Et en fait, souvent les auteurs ont des coups de génie, ou en tout cas, ils font dire des choses à leurs personnages qui sont extrêmement justes. Et donc, voilà, je note toujours, j'ai des pages de citations, je me note de côté, et je les relis de temps en temps, parce que souvent, il y a des phrases qui sont inspirantes, terriblement justes, parce que ce que les écrivains font traverser à leurs personnages, c'est toujours ancré dans la réalité qu'on vit. Et que ce soit dans un roman qui se passe au XXIe siècle, ou que sais-je, ou pendant la Première Guerre mondiale, c'est toujours ancré dans une réalité. Je m'appuie beaucoup, beaucoup là-dessus. Également, j'ai vu que tu fais du sport pour te maintenir. Quelles sont les activités finalement que tu vas pratiquer pour essayer de rester en forme, que ce soit au niveau santé comme au niveau physique?
Alors, le sport, d'abord, c'est de pouvoir le faire régulièrement. Encore une fois, c'est une question d'organisation. Donc ça, il faut s'ancrer dans ces journées. Moi, je crois que c'est très important de se réserver, en tous les cas, tous les jours, une fenêtre, qui peut être d'une demi-heure, de 45 minutes, mais qui est pour soi. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais je pense que ce temps avec soi-même, il est indispensable. En tout cas, moi, il m'est indispensable. Et j'ai remarqué aussi que le sport, c'est la seule activité qui me permet de remettre les choses vraiment en perspective. C'est-à-dire, à la fin d'une journée où, comme on en connaît tous, il y a une accumulation de nouvelles, pas forcément des plus heureuses. On se dit, OK, bon, j'ai 3000 trucs à traiter. Moi, j'ai souvent, en fin de journée, un peu du mal à faire le clair sur ce qui relève du détail et ce qui relève vraiment de la priorité. J'ai remarqué que quand je sors une séance où je cherchais à atteindre mes limites, dans les minutes qui suivent, déjà tout me paraît moins grave et ça me paraît évident. Je me rends compte à quel point tel sujet, ça va venir après et c'est très bien de le mettre plus tard. En revanche, tel sujet, c'est totalement prioritaire et on va le régler tout de suite. Ça remet les idées en place. En tout cas, moi, ça me remet les idées en place. Et après, l'autre motivation pour faire du sport, j'ai la chance d'avoir 3 enfants. Et c'est vrai que je préfère qu'ils soient fiers de moi sur la plage. Et donc, c'est aussi une motivation supplémentaire. Je comprends. Donc, le sport ou même une autre activité, ça permet aussi, donc de prendre du recul sur la situation. Exactement. Et ça peut être le sport, ça peut être une activité artistique, ça peut être pour certains de la méditation. Mais prenons l'exemple de la méditation. Je pense que c'est vertueux si on se dit, OK, j'ai atteint tel niveau lors de ma dernière séance de méditation. Je vais essayer cette fois-ci, justement pour m'isoler de tout le reste, d'avoir un seul objectif, c'est au moins atteindre ce même niveau. Et pourquoi pas essayer de pousser le curseur un poil plus loin. Du coup, quand on est concentré sur cet objectif qui est de dépasser le niveau qu'on avait atteint la fois précédente, si on est vraiment vissé sur cet objectif, on oublie le reste. Et si on l'atteint, on sort un peu avec une satisfaction. Et d'abord, ça fait toujours du bien d'être satisfait un peu de ce qu'on vient de faire. Et du coup, il y a quelque chose de grisant et un cercle vertueux où là, on se dit, OK, j'ai atteint cet objectif-là. Donc maintenant, je vais me repencher sur ce qui me prenait la tête un peu avant d'entrer dans ma salle de méditation. Et vraiment, je trouve qu'on arrive à remettre les choses en perspective. Et concernant les obstacles, parce qu'avec tous les projets que tu as mis en place, j'imagine qu'il y a parfois des obstacles que tu as rencontrés et qui pour autant t'ont fait grandir. Parce qu'on a souvent, je trouve que la mentalité, au moins dans l'entourage que j'ai, les obstacles c'est quelque chose de péjoratif, ça nous plombe. Est-ce que dans ton cas, il y a des obstacles qui t'ont marqué, mais qui finalement t'ont plus fait grandir que tomber? Alors, d'abord, je crois que toutes les aventures, elles sont avant tout humaines et elles se vivent à plusieurs. C'est-à-dire que moi, je ne connais pas d'aventures qui se soient conclues par une réussite, qui ont été des aventures solitaires. Et tous les exemples dont on parle depuis tout à l'heure, que ce soit Docadum à l'époque, ou les études de médecine, ou le label Je vais t'aimer et le Dalida Institute, ça ne sont que des aventures humaines. Et ce ne sont que des aventures qu'on vit à plusieurs. Et on ne serait jamais arrivé là. Bien sûr, sur l'école, par exemple, il y a Roberto qui a eu cette vision il y a plus de 10 ans et à laquelle il s'est rattaché. Il n'a pas lâché pendant 10 ans. Il était convaincu qu'il fallait la bonne équipe, le bon moment pour le faire. Mais il savait que ça se ferait. Et il a eu raison d'y croire. Mais ce résultat, il est là parce qu'on est toute une équipe, on est extrêmement complémentaires. Et aussi, on a les mêmes valeurs. Cette valeur aussi de persévérance. On lâche rien. Ensuite, les obstacles, effectivement, je pense qu'il y a vraiment deux manières de les voir. Et en fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on est persuadé que justement, ça n'est qu'un obstacle et que c'est pas la fin de l'histoire, que ce soit dans une histoire personnelle ou dans une histoire professionnelle, si déjà mentalement on est dans l'après, dans OK, mais en fait, moi, mon histoire, elle ne s'arrête pas là. Mon histoire, je la vois déjà beaucoup plus loin. Donc, en fait, je sais que ce que je vis, c'est un obstacle. Et pendant 10 ans, il était convaincu qu'il fallait la bonne équipe, le bon moment pour le faire, mais il savait que ça se ferait. Mais ce résultat, il est là parce qu'on est extrêmement complémentaires et aussi on a les mêmes valeurs. En fait, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que si on est persuadé que justement ça n'est qu'un obstacle, que ce soit dans une histoire personnelle ou professionnelle, si déjà mentalement on est dans l'après, dans OK, mais en fait, moi mon histoire, elle ne s'arrête pas là. Je sais que ce que je vis, c'est un obstacle, dans le sens quelque chose de franchissable. Donc si déjà on est dans cette mentalité, bon bah après, il n'y a plus qu'à trouver la solution. Euh, donc déjà, ce qu'on a en face de nous diminue un peu en complexité et chaque obstacle est formateur. Donc maintenant, pour revenir à des exemples précis, on a par exemple, je vais prendre l'exemple de l'école, puisque c'est ce qui fait qu'on échange aujourd'hui. On est dans un studio d'enregistrement.
Et la période du Covid a fait que les fournisseurs, eh bien, ils sont mis à produire à flux tendu. Et on a des fournisseurs qui se sont engagés à nous donner du matériel pour les studios, en disant tout sera prêt pour l'ouverture, vous inquiétez pas. Et malgré eux, alors vraiment c'est malgré eux, à quelques semaines de l'ouverture, plus de matériel. Et on s'est dit, mais ok, on ouvre quand même le Dalida Institute, on a 2 studios d'enregistrement, dans quelques semaines on accueille notre première promo, qui vont faire le tour de l'école, c'est hors de question qu'ils voient des studios vides. Et pourtant, il y avait du matériel nulle part, c'est qu'on a appelé tous les fournisseurs, et encore une fois, c'était pas de la faute des fournisseurs, c'était ceux qui produisaient la matière première, qui étaient tellement à flux tendu que il y avait plus rien. Donc, comme nous, de toute façon, il n'y avait pas d'autre solution, il n'y a pas de plan B. La seule solution, c'était d'ouvrir avec des studios, avec du matériel qui fonctionne. Donc, on va finir par trouver. Et on a trouvé totalement par une voie détournée. C'est lors d'un show, le directeur de l'école voit là, sur le côté, exactement le matériel dont on a besoin. Et donc, on a réussi à trouver un arrangement avec la boîte de location qui, par chance, n'avait pas besoin du matériel pendant un certain temps pour qu'ils nous le prêtent le temps que notre matériel arrive. Mais c'est venu d'une voie totalement inattendue. Mais on s'était quand même mis en tête que de toute façon, on allait ouvrir avec le matériel. On ne savait pas comment, dans quelles conditions, etc. Mais il n'y avait pas de plan B. Et je pense que ça rejoint la vision qu'avait Roberto de l'école. C'est-à-dire qu'il a eu cette vision il y a 10 ans et il voyait tous les obstacles, trouver les partenaires, les locaux, les artistes, développer le programme, recruter une équipe. Quand on fait la liste des choses qu'il faut faire, je pense qu'il y en a plus d'un qui disent « Ok, bon, merci, mais au revoir ». Mais non, il a eu cette conviction chevillée au corps et les rencontres ont fait que l'équipe s'est constituée. Et au moment en fait, où on appuyait sur Start pour annoncer l'ouverture de l'école, mais on savait déjà qu'on allait arriver au bout. Le 16 décembre 2021, il n'y avait rien. Et 9 fois plus tard, on a ouvert avec 50 artistes. Quand vous dites, quand je dis vous, c'est toi et l'équipe, Start, c'est le jour où vous avez commencé à faire la promotion? Exactement. C'est le jour où on a ouvert la promo. On s'est dit, là, de toute façon, on ouvre la promo. On annonce qu'on va ouvrir l'école. Donc, même si les travaux n'ont même pas commencé, même si on n'a pas tout en détail, on n'a pas constitué l'ensemble de l'équipe des coachs, on sait qu'on va aller au bout. On sait que c'est réalisable parce qu'on avait les bonnes personnes qui avaient cette même conviction chevillée au corps. Que oui, il va y avoir des obstacles, mais ayons le point d'arrivée en tête et go. Ce que j'aime beaucoup, notamment avec l'école Le Dalida Institute, c'est que vous mettez tout en œuvre pour qu'il y ait un travail d'équipe, des collaborations, des intervenants. Ça fait beaucoup partie de la réussite d'une personne. C'est exactement ça. Et on a une super équipe de fondateurs, on a une super équipe de dirigeants et administratifs, et on a une super équipe d'artistes. Et ce truc de persévérance, et à quel point la persévérance, elle repose aussi sur l'entourage, il n'y a pas, je crois, un artiste de la promotion qui ne se soit pas à un moment ou à un autre posé la question de sa légitimité au sein de cette école, de manière tout à fait non légitime, parce qu'en fait, il avait été choisi. Mais je pense que même si nous, on a pu en voir certaines ou certains entretiens, je crois que ce qui a joué beaucoup, c'est l'entourage à ce moment-là. De dire, mais non, mais attends, arrête de déconner. T'es là pour des bonnes raisons. Donc, mets-toi bien en tête que t'es là pour des bonnes raisons. Et vas-y à fond. Arrête de regarder à droite, arrête de regarder à gauche. Fixe ton point d'arrivée. Et ça, pour nous, c'est très émouvant parce qu'on voit le soutien aussi. On voit ce qui se passe lors des starts, à quel point les collaborations sont fructueuses. On avait utilisé le mot de rencontre le premier jour. Je pense qu'il prend tout son sens aujourd'hui. Et ces rencontres aident à la persévérance. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais 3 conseils? Alors d'abord, je crois que la persévérance, elle vient de soi. C'est-à-dire que c'est un état d'esprit qui n'est pas naturel. Je pense que c'est quelque chose qu'on acquiert. Je pense que c'est un muscle qu'on travaille toute la vie. On ne naît pas persévérant. Mais par contre, l'entourage a un grand rôle. Parfois, on est bien entouré quand on est enfant, parfois moins bien entouré. Mais il faut vraiment cultiver ça petit à petit et se dire, ça va venir. Progresser, accepter que les pas qu'on fait soient parfois plus petits que ce qu'on espérait. Mais un pas en avant, c'est un pas en avant. Donc, il faut le prendre comme tel. Le deuxième, je pense que c'est très important d'avoir des modèles, de trouver une ou des personnes qui nous inspirent au quotidien. Donc ça peut être des modèles qu'on côtoie, des modèles qu'on ne côtoie pas, mais je pense que d'avoir des sources d'inspiration, des gens qu'on regarde avec une telle admiration qu'on se dit j'arriverai jamais à ce niveau-là, mais c'est pas parce que je me dis que j'arriverai jamais à ce niveau-là que je vais pas les viser. Donc l'inspiration, et après, on en parlait tout à l'heure, une bonne dose de confiance en soi et un peu de folie. C'est savoir dire, moi je vais quand même y aller. Même si j'entends n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas autour de moi, je vais quand même continuer dans cette voie-là parce que je sais que c'est ma voie. Et ça, je pense que sans ça, sans cette conviction ancrée au plus profond de soi, il n'y a pas de persévérance. Il faut prendre en compte la prise de risque dans ce dernier point, j'imagine. Forcément, Absolument. quand on veut, il y a un côté folie, mais forcément, il y aura des risques à prendre à un moment donné. De toute façon, ça n'existe pas. Parce que si on persévère,
c'est bien qu'on veut arriver à quelque chose qui n'est pas facilement atteignable. Et donc, il y a une prise de risque. Marc, je te remercie pour cet échange, Avec grand plaisir. en espérant que ça en inspire certains. Et puis, dans le prochain épisode, il y aura 2 nouvelles personnalités pour appréhender la persévérance peut-être différemment ou peut-être pas, qui sait. Je te souhaite une excellente soirée et puis on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. À très vite. À très vite.